Bon, c'est y part. Ah, je vais baisser un peu la musique. Hop. Bon, bah c'est parti. Comment ça va les amis? Je vous souhaite une excellente année. J'espère que vous allez bien. Alors attendez, hop. Et je vais couper mon monitoring. Voilà. Zou. Alors, bah écoutez, bonne année à toutes et à tous. Bah c'est quoi j'ai un mec dans le chat là qui vient me polluer mon chat là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais oh. Putain, comment je tèche ce message? Alors est-ce qu'il y a des spécialistes du du tègeage de messages dans le chat? Putain, c'est quoi ce bordel? Alors, toc. Bon, ça commence fort. Ouais, c'est du spam, ouais, effectivement. Bon, j'espère que ça va pas. J'espère que ça va pas se reproduire. Plus, c'est pas quoi, le mode bouclier, c'est ça? Ah putain, je sais pas. Ouais, j'ai jamais trop regardé en fait. C'est la première fois que j'ai du spam finalement dans le chat. C'est super étonnant. Bon, ça commence à être vraiment extrêmement pénible. Vraiment. Paramètres du chat. Alors, qu'est-ce que je fais? Afficher les actions de modération. Pourtant, c'est affiché normalement. Bon, bah s'il y a quelqu'un qui est là... Ouais, putain, je suis célèbre. T'as raison, Conduino. Ouais. Si quelqu'un a le tips pour tèche ce genre de message, je suis preneur. Je suis vraiment preneur. C'est quoi? C'est le mode bouclier, c'est ça? Alors. Toc. Voilà. Normalement, c'est bon. Bon, on va voir si ça fonctionne. J'active le mode bouclier. Hop. Ouais, je sais pas trop comment ça marche. Bon, bah écoutez, si quelqu'un
Si quelqu'un a le tips pour moi, pour me dire comment on tège ce truc-là, moi je suis preneur. Ah merde, ça y est, du coup j'ai effacé mon chat, putain. C'est quoi ce bordel? C'est trop relou ça. Voilà, voilà. Je commence fort les amis, je commence fort. Alors, hop, hop, je vais couper ça, je vais le désactiver. Bon, je regarderai ça. Ouais, tout vide le chat, ouais. Putain, c'est quoi ce bordel? Bon, bah écoutez, je sais pas trop comment on jette ce truc-là. Mais bon, si quelqu'un sait, faudra me dire. Bref, bah écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Salut Conguno, salut Backup, salut Happy to Dev, salut René, salut tout le monde, quoi. Salut Fixou. Bienvenue pour ce nouveau live, premier live de l'année 2024. On va reprendre tranquillou. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait. Salut Ribose. Ça fait un moment que j'avais pas fait de live. Ça doit être daté de, je crois, aux alentours du 10 novembre, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Parce que bon, entre le. Non, décembre. Ça doit être 10 décembre, pardon. C'est entre les cours que je donne à CY Tech. Et puis mon nouveau taf, et puis les fêtes de fin d'année, etc. Bah, c'était plutôt calme. Donc on va reprendre tranquillement les bonnes habitudes. J'ai pas prévu un programme de ouf aujourd'hui. Hein. On va faire une reprise tout en douceur. J'ai quand même trouvé quelques petits un ou deux liens, je pense, qui pourraient vous faire plaisir, qui vont vous intéresser. Je l'espère en tout cas. Eh bien, on va commencer sans plus attendre parce que je crois que l'ami Titi Moby va streamer tout à l'heure à 13h. Donc on décrochera sur sa chaîne comme d'habitude. Et puis, bon, on va y aller tranquille ou fifou. Hein. Donc je voulais repartir sur une petite news que j'avais postée. Donc il y a quelques jours, le 4 janvier, c'était pour informer du décès de Niklaus Wirtz, qui est autre que le créateur notamment du langage Pascal. Je voudrais juste lui rendre hommage ici parce que c'est quand même un personnage assez important de l'histoire de l'informatique. Je pense que toutes celles et ceux qui ont commencé l'informatique, notamment dans les années 80, surtout 90, ont certainement touché au Pascal, et même jusqu'au début des années 2000, parce que le Pascal était quand même un langage qui était énormément enseigné dans les universités et les écoles d'ingénieurs. Pour ceux qui ont codé dans les années 90, beaucoup de codes, que ce soit de jeux ou de démos, de la scène du démo making, était fait souvent en langage Pascal. Pourquoi? Parce que c'était un langage qui était extrêmement abordable, relativement performant. Et comment dire, faut dire que je pense que son essor aussi a beaucoup été lié au compilateur Turbo Pascal de Borland à l'époque. Et donc c'est vrai que le Turbo Pascal, ça a été vraiment un essor pour ce langage, parce que d'une part, le compilateur était extrêmement peu cher, il était facile à utiliser. Comme tous les produits Borland, il faut savoir que on avait déjà un IDE à intégrer, donc s'il permettait de pouvoir éditer son code et de pouvoir le compiler directement depuis son IDE en mode texte. Et ça, c'était quand même une grande avancée, on va dire, à cette époque. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Turbo Pascal, c'est pas Borland qui a écrit le langage, hein. C'était parti d'une version de Pascal qui avait été rachetée, ensuite qui a été intégrée, rebrandée en mode produit Borland, comme le Turbo C. Par contre, le Turbo C, de mémoire, c'était un compilateur qui avait été écrit intégralement en interne chez Borland. Donc bon, ça rappelle des vieux souvenirs. Alors peut-être que je raconte des choses qui sont peut-être pas exactement justes, hein. C'est possible, vous corrigerez, hein, si jamais je me trompe. Mais en tout cas, le langage, le Turbo Pascal, c'était quelque chose donc qui avait été un compilateur qui avait été racheté et rebrandé par Borland. Et donc pour parler de Niklaus Wirtz, c'est quand même quelqu'un qui était extrêmement brillant, puisque c'est quelqu'un qui déjà enseignait en université en Suisse. C'est quelqu'un qui a travaillé énormément sur la théorie des langages et des compilateurs.
Et c'est vrai que Pascal était, je ne vais pas dire l'apogée de ses travaux, mais ça a été en tout cas une des surfaces visibles de ses travaux, puisque ça a été l'un des langages les plus utilisés, on va dire, dans l'industrie informatique sur lequel il a travaillé, et un langage qu'il a créé. Et tout ça, ça découlait directement. Hey, salut Joël, merci pour le raid. Bienvenue. Salut Custops. Et donc, alors Géligier, tu dis trop jeune pour avoir fait du Pascal. Ouais, salut Joël, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une excellente année. Merci pour le raid. Salut Fabstock. Et donc, ouais, tu disais, Géligier, que tu étais trop jeune pour avoir fait du Pascal. Oui, très probablement, parce que c'est un langage qui est vraiment tombé un petit peu en désuétude au début des années 2000. Et je pense qu'il a cédé plutôt la place à Java, notamment dans l'enseignement universitaire, l'enseignement des études supérieures. Mais c'est un langage quand même qui a quand même trusté, on va dire, de la fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90, qui a trusté un petit peu les langages qui étaient extrêmement pratiqués, au-delà du C. Alors, fin des années 90, on va dire sur la deuxième partie des années 90, vous avez peut-être entendu parler de Delphi. Delphi, donc, qui était produit aussi par Borland, et donc qui était basé sur le Pascal, mais du Pascal objet, orienté objet. Et ça a été aussi une plateforme assez intéressante et qui a été beaucoup utilisée dans la programmation donc sous Windows, notamment pour produire des exécutables avec le même code source qui permettait de produire des exécutables en 16 bits pour Windows 3.x, 3.1, 3.1, 3.11 notamment, et ensuite les versions 32 bits Windows 95, 98, etc. Bon, après, pareil, c'est tombé un petit peu en désuétude. Et donc, je disais que Pascal, ça a été vraiment un petit peu l'aboutissement des travaux de Niklaus Wirth, pour la simple bonne raison, c'est que lui, il avait travaillé sur Algol, Modula, donc notamment, hein, pas que, mais notamment, ce sont vraiment les langages principaux sur lesquels il a travaillé. Qui n'a pas tous créé. Hein. Pardon. Dans mon tweet, j'avais dit qu'il était créateur des langages Algol et Modula. Non, sur Algol, il avait été contributeur du langage de mémoire. Et il avait travaillé, donc, je crois qu'il avait créé Modula, il avait créé tout un tas d'autres langages, notamment Oberon, qui a fait suite à Pascal. Et voilà, donc ça a été des langages vraiment plutôt intéressants, et je pense qu'ils ont beaucoup apporté au domaine de la programmation. Donc c'est un grand monsieur, il faut savoir qu'il a eu le prix Turing en 1984. Donc le prix Turing, faut quand même le comparer un petit peu au prix Nobel, mais pour les informaticiens et les informaticiennes. Donc voilà, il a obtenu ce prix qui est quand même le top du top des prix à recevoir lorsqu'on travaille dans notre domaine. Voilà, je voulais juste vous parler de ça parce que je trouve que c'est intéressant. Il fait partie des grandes personnalités, je pense, de l'informatique qui ont contribué à faire de l'informatique aujourd'hui ce qu'elle est. De l'informatique ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Et donc, c'est important. Il y a d'autres personnalités qui sont d'ailleurs toujours vivantes pour certaines. D'ailleurs, il y aura une petite info du jour cette semaine sur une des personnalités qui, selon moi, a vraiment révolutionné le domaine de l'informatique et de l'algorithmie en général. C'est monsieur Donald Knuth, qui donc il y aura sa date anniversaire cette semaine. Donc j'ai préparé une petite info du jour pour ce monsieur, qui selon moi était vraiment une très très grande personnalité au niveau informatique, puisqu'il a créé la tech, hein, notamment, enfin tech, mais il a travaillé sur beaucoup de choses, et notamment sur toute la partie algorithmique. C'est vraiment lui qui a apporté une analyse mathématique à l'informatique d'un point de vue totalement algorithmique, et vous pouvez vous référer à son ouvrage qui restera toujours inachevé parce que c'est un travail sans fin. C'est The Art of Computer Programming, TAOCP pour les intimes, donc qui est un ouvrage de référence sur l'informatique et l'algorithmique de façon générale. Donc je m'étais payé une partie des volumes dans les années 90, j'avais cassé ma tirelire, c'est vraiment le terme. The Art of Computer Programming, Fred. Donc c'est Donald Knuth. Je vais l'écrire dans le chat, comme ça. Hop. Bah ça y est, Gilles a déjà écrit. Donc c'est vraiment un personnage, je pense, extrêmement
extrêmement important et qui est toujours vivant. Je sais plus, il va fêter ses 88 ans, je ne sais plus exactement, j'ai déjà oublié. Voilà, donc il y a des personnages comme ça qui sont intéressants. Et voilà, donc je voulais faire l'emphase aujourd'hui sur Monsieur Wirtz, qui était super important, je pense, pour notre domaine. Voilà. Bon, on va passer à la suite. Hop, donc on va reprendre comme à nos habitudes. Je vais partager mon écran. Les sujets habituels. Donc on va parler aujourd'hui de la sortie de Linux 6.7 qui est sortie hier. Hop, on va zoomer un petit peu, comme ça vous verrez mieux. Linux 6.7 qui est sorti hier avec plutôt pas mal de nouveautés, je dirais. Alors pas des nouveautés incroyables, il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise, j'ai envie de dire, mais principalement il arrive avec BKHFS, il arrive avec le support de Intel Meteor Lake et NVIDIA GSP. Le support d'NVIDIA GSP. Bon, il a pas mal d'autres fonctionnalités qui arrivent, mais là, je dirais que la principale, c'est vraiment le merge de BKHFS, du file system BKHFS dont j'ai déjà parlé dans les précédents lives. Donc ça, c'est quand même, je pense, assez important. Alors, à noter que ça reste un file system qui est toujours considéré comme étant expérimental. Ne l'utilisez pas sur vos systèmes de prod et vos machines de prod. Mais pour autant, c'est un pas en avant qui est assez important, et je me pose la question de savoir si à terme BKHFS pourrait pas venir taquiner un petit peu les orteils de notre ami ButterFS, donc qui pareil depuis au moins 20 ans est en développement permanent. Et finalement n'est toujours pas complètement adopté par toutes les distributions, puisque la plupart des distributions restent sur de l'EXTFS, donc EXT4FS pour l'instant. Donc voilà. Donc sinon, effectivement, il y a le NVIDIA GPU System Processor, donc GSP, le support du firmware qui est arrivé directement dans le pilote nouveau. Donc un nouveau qui, je le rappelle, est le nom du pilote open source qui permet donc de prendre en charge les GPU NVIDIA. Voilà. Et sinon, plein de petites choses, des petites améliorations au niveau du scheduler qui ont été apportées, la fin effective du support de l'Itanium, j'en ai déjà parlé aussi dans les lives précédents. Donc ça y est, Itanium a été totalement décommissionné du kernel, c'en est fini. Donc si vous voulez utiliser encore de l'Itanium, le support de l'Itanium, il faudra rester sur du kernel 6.6 ou inférieur. Voilà, donc bon, à part que vous ayez ce type de machine chez vous, il n'y a pas de raison réellement que vous l'utilisiez. On en a déjà parlé, notamment je crois lors du dernier live, on avait longuement parlé de ça. Voilà. Donc Custops, tu dis j'espère que BetterFS se fera surtout remplacer par ZFS. Alors moi mon avis là-dessus c'est que non, ça c'est clair que non. Pourquoi? Parce que enfin en tout cas pas pour un usage desktop. Voilà, je vais préciser ma pensée. Je pense que ButterFS était là pour venir remplacer à terme, in fine, le EXTFS, EXT4FS. Mais au final, il reste quand même pas complètement utilisé. Il est utilisé sur certaines distributions Linux qui l'ont adopté par défaut. Il y a aussi quelques NAS qui l'utilisent, notamment Synology qui propose d'utiliser ButterFS comme file system dans ses NAS. Mais voilà, mais sur du desktop par exemple, enfin sur les laptops ou desktop, on va plutôt rester sur de l'XTFS ou du ButterFS. Et ZFS n'est pas vraiment adapté pour du support desktop. C'est pour ça, je pense effectivement, comme tu dis, Custops, je parle d'un usage serveur, c'est pour ça que je préfère le préciser. Je pense que sur un usage serveur, en fait, il va y avoir deux cas. Il va y avoir ZFS. Salut Manon, bienvenue, meilleur vœu à toi. Donc sur les serveurs, je pense qu'il va y avoir plusieurs cas. On va avoir le cas de l'usage de ZFS et qui n'est pas intégré out of the box dans toutes les distributions. Parfois, il faut faire quelques petites manipulations pour pouvoir l'utiliser. Il y a XFS aussi qui vaut le coup qu'on s'y intéresse. Et il y a aussi, pour le coup, EXTFS, EXT4FS, qui est toujours utilisé largement et qui a de l'intérêt, notamment si on utilise par exemple du RAID hardware.
quand on a des machines avec du RAID hardware, il faut surtout pas, mais surtout ne jamais utiliser ZFS. Hein, c'est marqué dans la doc, je vous le dis, lorsque vous utilisez un RAID hardware, n'utilisez pas ZFS. Parce que sinon, vous risquez d'avoir de la corruption de données. On en a déjà parlé. Allez voir la doc, on ne va pas passer des heures à l'expliquer ici. Et voilà, donc je pense que si vous utilisez globalement... voilà, si vous, exactement, Christophe, ZFS n'a pas de licence compatible avec le kernel Linux, donc il faut faire quelques petites manipulations pour que ce soit intégré, enfin pour qu'on puisse l'intégrer ou que ce soit intégré out of the box dans la distribution. Par exemple, Proxmox VE vient directement avec du ZFS out of the box lorsqu'on installe la machine. Mais ce n'est pas le cas de toutes les distributions. Si vous installez une Red Hat, vous ne l'avez pas forcément de façon out of the box et facilement installable. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, donc je pense que peut-être que ButterFS se fera remplacer par ZFS au niveau serveur. Bon, en tout cas, j'ai jamais, franchement, je vais être très très honnête avec vous, ButterFS, je ne l'ai jamais utilisé en prod. Voilà. Ni sur du serveur, ni sur des machines plutôt clientes, donc à type desktop ou laptop. Donc et si vous me demandez pourquoi, je ne saurais même pas vous répondre. Je pense que jusqu'à présent, soit mes serveurs étaient en XT4 parce que soit ils étaient sur du RAID hardware et soit j'avais pas besoin de fonctionnalités avancées type le snapshotting ou la réplication, etc. Soit effectivement soit j'utilisais ZFS hein, pour le coup. Voilà. Donc ButterFS, je ne l'ai jamais utilisé, sachant qu'en plus au niveau support RAID, il ne supporte pas tous les niveaux de RAID, donc il y a pas mal de problèmes encore avec. Donc on verra si BKHFS va venir taquiner ButterFS sur son terrain. On verra bien. Voilà. Dans la liste des sorties, je voulais vous parler aussi de notre ami... hop, je vais zoomer un petit peu. Voilà, Memtest 86 Plus, le fameux logiciel pour tester la mémoire physique de vos machines. Donc la version 7 a été publiée. Elle a été publiée hier aussi. Donc hier, c'était vraiment jour de sortie, hein, on va pas se mentir. Donc la dernière release de mémoire datait d'octobre 2022, si je me souviens bien. C'était donc la V6, j'en avais parlé sur Twitter notamment. Donc là, pas de grosse révolution, hein, même si c'est une version majeure. Il y a pas mal de corrections de bugs et d'optimisation. Bah, ça tombe un petit peu sous le sens. Ils ont ajouté des options de débugage qui peuvent être très très utiles, notamment sur du hardware un petit peu exotique. Quand on a des comportements un petit peu aléatoires, ça peut être bien donc d'avoir un mode débugage qui nous permet de nous donner un petit peu quelques pistes à suivre. Le support du MMIO UART, ça, voilà, le support préliminaire du polling ECC, donc pour tout ce qui est détection d'erreurs, etc. Et l'IMC polling pour les settings live de la DRAM, donc sur lesquels on peut changer les settings à la volée et récupérer les settings. Il y a aussi, on peut avoir donc ces settings de la RAM à partir des Intel Core, première génération jusqu'à la 14e génération, et les AMD Ryzen. Donc ils commencent aussi à supporter une très grande comment je dirais, quantité de hardware, que ce soit du hardware très ancien ou du hardware plutôt récent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un outil... c'est un outil, je pense, qui est très très utile, qui m'a sorti plusieurs fois une épine du pied en me disant oh, c'est bizarre, j'ai des plantages sur telle machine, sur un serveur ou pas. Des fois on se dit bon, on en vient à soupçonner la RAM. J'ai eu le cas sur mon laptop là sur lequel je stream. Une fois j'ai eu un doute, je me suis dit tiens, j'ai eu un plantage bizarre. Voilà, je vais rebooter et faire passer un coup de Memtest 86. Bon, il s'avère que la RAM n'avait pas de défaut, heureusement. Mais je dis heureusement parce que la RAM sur ma machine, elle est soudée directement sur la carte mère, donc je peux pas la swapper, malheureusement. Donc voilà, donc c'est un outil toujours à avoir dans sa toolbox, donc une petite version majeure, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je lis les commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Bellegarde du Nord, toi tu dis ça fait 10 ans qu'il étendait ButterFS, ça devient long à tester avec les quantités de RAM qu'on a. Ah oui, alors pour ButterFS, ok, ça devient long à tester avec les quantités de RAM qu'on a. Oui, on a des très très grandes quantités de RAM aujourd'hui. On a des serveurs, c'est pas rare d'avoir des serveurs 128, 256, 512 Go de RAM.
Donc ça devient long à tester, mais en général quand une barrette est défectueuse, on va dire que, puisque ce qu'il faut savoir c'est que Memtest 86 fait un certain nombre de passes, il a plusieurs passes qu'il effectue avec plusieurs tests. En général quand une RAM est vraiment défectueuse, ça se voit dès les premières passes. Donc ça, il n'y a pas de mystère. Bon, il faut prendre un petit peu le temps. Des fois, il faut se prendre une bonne heure ou 2 heures pour passer un maximum de tests sur la RAM. Mais bon, quand une barrette, une zone mémoire est défectueuse, on le sait assez vite. Mais bon, c'est vrai que ça permet de tester en profondeur avec beaucoup d'opérations, puisque Memtest 86 va aller écrire dans la RAM, il va aller faire des opérations logiques directement dans la RAM pour voir si les résultats qui ont été inscrits sont bien ceux qui ont été retenus. Enfin, il fait plein d'opérations, des opérations logiques, des opérations de move, des opérations arithmétiques. Enfin, il fait pas mal de choses. Donc j'ai dit oui, ça ne peut fonctionner qu'au reboot parce que en fait Memtest 86 est un mini OS si je puis dire en tant que tel. Donc il boot, il prend la main et comme ça il a accès à l'intégralité donc du hardware et de la RAM. Donc on ne peut pas lancer Memtest 86 sauf erreur de ma part depuis un processus Linux par exemple. C'est pas fait pour. Donc voilà, il n'y a pas de... Malheureusement, on est obligé d'avoir un downtime serveur pour ça. Bon, après, quand on a une panne matérielle, quand on en vient à lancer Memtest 86, c'est qu'on a quand même un sérieux doute sur le hardware. Donc bon, dans tous les cas, on a besoin d'avoir un downtime pour pouvoir checker si tout va bien ou pas. Bah maintenant, on va passer à un autre sujet. On va sortir le compilateur, chers amis. On va sortir le compilo. Je voulais vous parler très rapidement de ce projet, qui n'est pas un projet extrêmement récent, qui s'appelle Tiny Renderer. Tiny Renderer, c'est fait par un développeur qui a produit plusieurs articles. Je vais appeler ça comme ça, des wikis qui sont sous la forme d'articles pour apprendre à écrire, par exemple, ici je vous le montre, un retraceur, un recaster, un renderer et de quoi générer des explosions. Donc là aujourd'hui je voulais vous parler de Tiny Renderer parce que l'auteur explique un petit peu comment écrire un renderer logiciel pour montrer comment fonctionne le rendering 3D. Donc typiquement par exemple OpenGL, là il se base sur entre guillemets comment un renderer OpenGL fonctionne. Évidemment, donc il va aborder un petit peu, il va partir de la base, de dire comment on écrit un renderer 3D en partant de zéro. Donc il va partir sur le Getting Started, il va revenir sur l'algorithme de tracé de ligne de Bresenham, comment on rasterise des triangles. Donc rasteriser, ça veut dire comment on dessine des triangles et comment on les remplit à l'écran. Comment on supprime les faces cachées, la projection et la perspective, le positionnement, le déplacement de la caméra, une initiation un petit peu à une forme de shading, donc de shader en termes d'implémentation software, etc. etc. Et il va jusque l'occlusion et le shadow mapping notamment. Donc c'est plutôt bien fait, c'est bien expliqué, ça part de zéro et donc ça explique un petit peu toutes les... comment fonctionne un renderer software. Donc c'est un vrai back to basics. Donc si ça vous intéresse de revenir un petit peu aux fondamentaux de comment fonctionne un renderer et par extension, ça s'applique aujourd'hui aux cartes graphiques, même si les cartes graphiques fonctionnent en massivement parallèle avec plein d'unités d'exécution pour dessiner des trucs, etc. Ça permet quand même aussi de quand même revenir aux fondamentaux et donc de démystifier comment tout ça fonctionne. Donc on va aller voir comment ça marche. Où est-ce que c'était Tiny Renderer, non c'était pas celui-là. Mince, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a perdu. Ah il est là. Oh, je suis un peu fatigué moi aujourd'hui, j'ai un peu de mal hein. Tiny Renderer, le voilà. Hop, le voilà. Donc j'ai le code source ici. Donc évidemment je vous partagerai tous les liens sur le replay comme d'habitude. Donc il y a la partie cours donc, que je viens de vous montrer hein, qui est ici, donc, qui explique chapitre par chapitre comment fonctionne tout ça. Par exemple, si on veut parler du shadow mapping, comment on génère les ombres, il explique un petit peu comment ça se passe et comment l'implémenter.
Et puis il y a le code source justement qui vient en appui des cours, donc qui permet de pouvoir expérimenter et de voir comment est faite l'implémentation. Donc moi je vous propose, hop, on va aller cloner le dépôt et hop, on va aller le compiler. CD project tmp. Je vais peut-être agrandir un petit peu. Voilà. Alors on va faire un git clone ça. Voilà, le temps que ça clone le dépôt, hop, c'est des tiny renderers, et voici. Donc il n'y a pas beaucoup de code source, vous verrez, hein, l'objectif justement c'est que ça tienne en moins de 1000 lignes de code, plus ou moins. Donc il permet donc de prendre des objets au format obj, qui est format assez classique en 3D, et il génère ou il peut recevoir en tant que texture des images TGA, Targa. Donc bon, c'est quand même quelque chose de très très simple. Le tout est écrit en C++, mais de façon, c'est du C++ assez basico-basique, j'ai envie de dire. Donc rien de foufou. Hein. Hop, 2.7 G8 font. Et toi, je vais vous agrandir ça quand même. Zou, voilà. Donc vous voyez, il y a quelques classes. Vous verrez qu'il y a quelques classes, quelques variables globales, parce que l'objectif c'est pas de faire un truc super méga propre, mais un truc qui marche. Et vous verrez que au final c'est assez, le code en lui-même est assez compréhensible et surtout assez hackable. Donc il a été fait, il se compile avec CMake. Donc on va faire alors je vais faire cd. Non, c'est pas ça que je vais faire. mkdir build cd build. On va faire cmake // make-j9 et ça y est, c'est compilé. Donc on va utiliser tiny renderer et je vais aller chercher dans le répertoire obj qui est fourni. Tiens, on va prendre Diablo 3 pose.obj. Voilà, il a chargé les textures, il nous dit OK partout, il nous met quelques logs et là il nous a généré un fichier qui s'appelle framebuffer.tga. On va l'ouvrir et voici ce que ça donne. Donc là, très clairement, il a pris l'objet qui est au format obj. Donc ça provient du jeu Diablo. Avec les textures, il a chargé tout ça et il a généré le rendu comme si c'était un renderer OpenGL, entre guillemets. Et donc voici ce que ça donne. Donc vous voyez que ça permet déjà d'obtenir des résultats qui sont intéressants, en tout cas en termes de renderer software, et surtout c'est à but éducatif, hein. L'objectif c'est pas de faire un renderer 60 fps avec des trucs super fancy, du ray tracing et tout ça, hein. L'objectif c'est de refaire un back to basics pour voir comment ça fonctionne. Voilà, donc on va prendre un autre modèle, africanhead.obj. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est qu'en plus, il y a du texturing, il y a de l'éclairage, il y a de l'ombrage et il y a aussi du bump mapping. Donc il explique au travers de son cours comment on fait du bump mapping, donc pour générer justement un petit peu toutes ces rugosités, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que le rendu est assez intéressant. Et voilà, donc je voulais vous partager un petit peu ce projet. Et puis alors Bellegarde du Nord, il dit moi J9 crâneur. Dont tu parles. La plupart d'entre vous, vous avez des machines beaucoup plus performantes que la mienne. Moi je n'ai que 4 cœurs 8 threads sur la mienne. Mais bon, c'est une machine de 2019, hein. Salut Gouze, bienvenue, bonne année à toi. Donc voilà. Donc tu disais, Bellegarde du Nord aussi, beaucoup de maths. Oui, bien sûr, ça va parler maths, mais ce qui est intéressant dans le cours là, que le gars fait, c'est que les maths, il est réduit à sa plus simple expression. Donc il reste quand même sur quelque chose qui est accessible, voilà, et donc je dirais qui est compréhensible par la plupart des gens en ayant un niveau de maths un peu minimal. Si vous savez à peu près ce que c'est qu'une matrice, un vecteur, et de faire quelques calculs mathématiques, faire une puissance ou calculer une racine carrée inverse, ce genre de choses, enfin voilà, c'est plutôt très bien expliqué dans le cours. Voilà, donc l'objectif c'est pas de nous asséner avec des théories mathématiques, hein. L'objectif c'est de faire un petit peu de maths et de montrer qu'avec qu'en 800 lignes de code on arrive à faire un renderer qui tient la route. Voilà.
Donc ça, c'est cool. Voilà pour ce projet. C'était un des projets que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y en a un autre que je voulais vous présenter. Hop, et ce sera le dernier lien avant de basculer chez l'ami Titi Mobi. Je vous partage ça à l'écran. Et on va zoomer un peu. Et donc le projet, c'est SciCC. SciCC, c'est un tout petit compilateur C qui a, pareil, à but éducatif. Hein. L'objectif, c'est pas d'avoir un compilateur qui va venir taquiner GCC, LLVM ou que sais-je encore, ou ICC par exemple. C'est un petit compilateur C qui permet que l'on peut embarquer et qui est capable de s'auto-compiler lui-même. Ça, c'est plutôt pas mal, mais qui comprend qu'un sous-ensemble, un très grand sous-ensemble du C. C'est pas un compilateur complet, vous n'allez pas pouvoir recompiler un Emacs ou VI avec, hein. On va pas se mentir, mais par contre c'est un tout petit compilateur C qui permet justement d'expliquer comment fonctionne un compilateur, et il a pour objectif de générer du code ARMv7 et du code RISC-V, du code natif RISC-V. Et ça il est plutôt pas mal fait. Donc il génère des exécutables au format ELF, évidemment, donc pour de l'ARMv7 et du RISC-V, du RISC-V 32 bits. Il fournit un ensemble d'entrées-sorties vraiment très minimal. Hein. Voilà, donc il ne supporte pas toutes les fonctions de la libc standard, etc. Hein, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de montrer comment fonctionne donc l'analyse lexicale, le parsing, la génération de code et tout ça. On peut le cross-compiler parce qu'il ne génère que du code ARM et RISC-V. Ça veut dire qu'il ne génère pas de code x86-64, mais on peut le compiler sur une architecture x86-64 et il peut se bootstrapper lui-même. Et donc, et il est capable de se compiler lui-même. C'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vraiment un compilateur complet au sens où la plupart des compilateurs, pour compiler le compilateur, il faut qu'il soit capable de se compiler lui-même. Et donc, c'est un petit peu l'exercice qui a été fait ici. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc, il inclut... comme c'est marqué, il inclut un front-end C et surtout un parseur et un analyseur lexical complet sans se baser sur des outils externes. La plupart des compilateurs se basent parfois sur des outils externes comme Lex et Yak, Flex ou Bison, si on prend les outils équivalents GNU par exemple. Ça peut être d'autres analyseurs lexicaux ou grammaticaux. Là, tout a été écrit à la main. Donc que ce soit l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique, la génération de code, et il se base donc sur aucune bibliothèque externe. Et donc il est totalement self-hosted, comme on dit, donc totalement indépendant de toute bibliothèque. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de petits projets, parce que ça permet de remonter un petit peu, enfin, ou de redescendre plus précisément sur les bases de comment ça fonctionne, et de montrer comment les optimisations de base fonctionnent, parce qu'il apporte dans sa génération de code la coloration de registres, donc pour l'allocation de registres sur le code machine qui est généré. Il fait du single static assignment, donc du tri SSA, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il supporte un sous-ensemble déjà très large du C, donc on peut commencer à faire des petits tests assez facilement. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne. Et on va donc compiler le compilateur lui-même, ensuite générer un exécutable qui sera en ARMv7. Hop, je vais récupérer ma fenêtre. Et on va l'exécuter avec QEMU ARM. Voilà. Donc on va faire git clone. Toc. Je ne sais pas si on voit assez bien. Voilà. Donc j'ai cloné SciCC, zoo, cd SciCC. Voilà. Donc tout simplement, alors ce que dit la doc, c'est que vous avez très peu de dépendances installées, puisque la seule chose dont vous allez avoir besoin, c'est de QEMU user. Si vous êtes sur une Ubuntu, une Debian, ce genre de choses, il se base sur les outils QEMU justement pour pouvoir se bootstrapper. Mais après, on a juste besoin de QEMU pour pouvoir exécuter les exécutables ARM si on n'est pas sur de l'ARM natif, ou RISC-V si on n'est pas sur de RISC-V natif, évidemment. Hop, donc je vais faire ça. Alors on va faire make, voilà. Donc là on lance la compilation, il y a un makefile, il n'y a pas de configure, il n'y a rien de tout ça, etc. Donc il y a un makefile à l'ancienne.
Donc il se bootstrap, c'est-à-dire il génère le stage 1 qui va générer le stage 2, et à la fin on va obtenir donc un compilateur C qu'on va pouvoir utiliser. Bah, déjà ça compile, ce qui est déjà plutôt pas mal. ls-l. Ça doit être dans out je crois, voilà c'est ça. Donc dans out j'ai 6cc, voilà. Chi-cc, voilà. Et donc là il est capable de s'exécuter. Si je regarde là, donc là j'ai bien généré un binaire x86-64 donc exécutable sur ma machine qui va produire, donc il va faire de la cross-compilation pour produire des binaires soit ARM V7 soit RISC-V 32 bits. Donc on va s'écrire, je vous propose qu'on s'écrive un petit hello world. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, vi hello world.c. On va faire -include stdio.h. Hop, on va faire int main zoo, donc int argc carré étoile argv. Hop, on va faire return 0 et là on va faire printf hello world \n. Voilà. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur, dites-moi si j'ai fait une erreur, mais il ne devrait pas y avoir d'erreur de syntaxe. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Alors, on va essayer donc de compiler ça avec chi-cc. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, hello world.c-o hello world. Voilà. Donc il m'a généré normalement mon exécutable. Donc file, si je fais file hello world, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit que c'est un exécutable ELF 32 bits, ça c'est plutôt pas mal, de type ARM, avec l'ABI 5 et tout, etc. Statically linked, not stripped. Donc c'est pas mal, donc normalement ça devrait s'exécuter. Donc déjà je vais faire un chmod 755 parce qu'il n'a pas mis les droits, sûrement pour de très très bonnes raisons. Donc QEMU ARM hello world et ça fonctionne. Donc, voilà. Donc là j'ai utilisé donc QEMU ARM pour pouvoir exécuter ce binaire ARM, évidemment, parce que normalement par défaut vous ne pourriez pas l'exécuter puisque on n'est pas sur le même système. Donc sauf que là je pense que ma distribution elle fait directement. Si j'ai exécuté le world, ça fonctionne aussi parce que par défaut, il détecte que c'est du RISC-V, de l'ARM V7 et il va automatiquement utiliser QEMU ARM pour le faire. Mais ce qui revient exactement au même. Voilà, donc QEMU ARM, ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça pas mal. Alors, si on va regarder un petit peu le code source, vous allez voir que le code source, il est assez simple. Il y a très très peu de fichiers. Donc la plupart des noms parlent d'eux-mêmes, hein. ARM.c c'est tout ce qui touche à l'ARM. ARM CodeGen, c'est la génération du code pour ARM. Il y a donc les définitions. Alors c'est là-dedans qu'on va retrouver un petit peu toutes les structures de données qui sont utilisées dans le dans le compilateur. Hop, on va faire ça, zoo. Donc là vous avez un certain nombre de define, vous avez des structures qui contiennent soit des listes chaînées, des tables de symboles, etc. Tout ce qui est nécessaire à un compilateur pour analyser, générer son code. Donc, vous voyez, le code est relativement compact. Globase, c'est les variables globales. Elf, c'est tout ce qui est structure pour générer donc l'exécutable elf. Donc il redéfinit les fonctions pour générer les fichiers ELF. Comme je disais, hein, il se base sur aucune bibliothèque externe, donc il est self-contained. Donc ce compilateur est capable donc de pouvoir être porté à peu près sur n'importe quoi. Et je pense que si on était joueur, là, on pourrait, puisque c'est à la compilation du compilateur où on définit la cible, si c'est ARM ou RISC-V, c'est ARM par défaut. Mais on pourrait définir une cible x86, x86-64 ou pourquoi pas même par exemple
Z80 si on voulait générer du code pour du Z80. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt voilà. Donc en tout cas, vous voyez, il y a ARM CodeGen pour la partie ARM, RISC-V CodeGen pour la partie RISC-V, le SSA pour tout ce qui est optimisation, donc Static Single Assignment, le parseur qui est l'analyse syntaxique, le lexeur qui est l'analyse lexicale. Donc si on va regarder par exemple lexeur, parseur. Donc ça c'est de loin la partie la plus grosse, on va dire, du projet. Alors comme le lexeur, il est plutôt simple, hein. Il est vraiment assez facile à comprendre. Il est facile à hacker, à modifier, etc. Parce que bon, c'est que de l'analyse lexicale, c'est assez simple, on va dire. La partie analyse syntaxique est un petit peu plus complexe. D'ailleurs, même dans le README, il le dit. Bon, le code il est un peu ugly à certains endroits, mais parce que bon, c'est un parseur qui a été écrit à la main en prenant quelques petits raccourcis pour faire des trucs un petit peu vite fait, bien fait, j'ai envie de dire. Mais ça fonctionne. Donc c'est voilà. Donc là, vous voyez par exemple que là, la partie parsing est fait 2646 lignes, donc c'est relativement compact pour un compilateur C complet. Donc je trouve ça plutôt rigolo. Voilà, voilà. Donc, alors attendez, je vais remonter un petit peu dans les commentaires. Alors Bellegarde du Nord, tu dis un concurrent de TCC de Fabrice Bellard. Non, c'est pas vraiment concurrent parce que le TCC, alors TCC à la base était un projet qui est parti un petit peu comme ça, qui est devenu un vrai compilateur complet. C'est un petit peu le même principe, hein. L'objectif est d'avoir un compilateur un peu self-contained et puis qui permet donc de pouvoir s'auto-compiler, de pouvoir générer du code. Mais il ne vient pas du tout marcher sur le plate-bande de TCC. Là, ce JCC là, vient juste à but purement éducatif. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, TCC avait été écrit à la base donc par Fabrice Bellard pour gagner le concours de code Obfuscated Code, là, le Obfuscated Code Contest de je ne sais plus quelle année, au début des années 2000. Et donc il avait écrit une sorte de mini compilateur pour justement gagner ce concours qui est devenu finalement après un vrai projet, qui est devenu le projet TCC. Voilà, et puis voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Ah bah Anvu est parti, pardon, Happy2Dev est parti. Salut Anvu, bienvenue et bonne année à toi. Tu n'as pas eu de notif? Bah regarde, parce que de temps en temps, moi j'ai déjà eu le cas, il y a Twitch qui retire les notifications automatiques. Moi ça m'est déjà arrivé, peut-être que des fois ils considèrent qu'on va pas assez souvent sur la chaîne. Et du coup, il retire les notifs. Bon, bref, donc vérifie si tes notifs sont bien activés ou alors c'est qu'il y a un bug chez eux, c'est possible. Hein. Tout est possible. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On va aller débrancher chez l'ami Titi Moby. Je pense qu'il a peut-être démarré son live, non Est-ce qu'il a démarré son live? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il est en live? Quelqu'un peut-il me dire? Sinon, on va faire un raid dans tous les cas. Alors, on va voir si on peut raider l'ami Titi Moby. Donc salut Giligier. En tout cas, il n'est pas en live. Bon bah ok, donc on va pas raider alors. Merci à toutes et à tous d'être passés me voir aujourd'hui. Donc c'était petit premier live de reprise, tranquillou fifou. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question sur Twitter aussi, de me dire est-ce qu'il va y avoir une suite à C++ from scratch? La réponse est oui. Oui, comme je le disais, le mois de décembre était très très light en termes de très light en termes de live, hein, puisque comme je le disais, avec les congés, changement de taf, les cours que je donne, etc. Voilà, c'était light. Donc C++ from scratch, il va y avoir une suite. Donc il y a eu l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3 est à venir. Je vais planifier ça, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc, alors maintenant tu dis en termes de live ou de coca? En termes de live, hein, en fait. Écoute, merci Giligier, c'est ta première fois en direct, donc merci pour être passé. Et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à rameuter des gens pour les prochains. Plus on est fou, plus on rit. Donc tu attends l'épisode 3, Manon, la revanche des scripts. La revanche des scripts, ouais. Ouais, on pourra faire quelque chose comme ça à terme dans C++ from scratch. Développer, là je réfléchis à autre, mais développer un petit interpréteur de script en C++. Ouais, il y a un truc à faire. Je me mets ça de côté. Mais déjà, la prochaine fois, sur l'épisode 3 de C++ from scratch, on continuera ce qu'on a vu sur l'héritage, les méthodes virtuelles, etc.
Et puis, on descendra un peu plus en profondeur sur la programmation orientée objet, histoire de démystifier tout ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser reprendre une activité normale. Merci à toutes et à tous d'être passés. Moi, je vais vous faire des bisous. Passez une très très bonne semaine. Je ne vous dis pas à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je donne mon dernier cours à CY Tech. Donc, je vous dirai, donc je vous dis à dans 15 jours. Et après, voilà, on reprendra normalement un rythme tout à fait normal. Voilà, bah, je vous fais plein de bisous, des bisous à tout le monde. Je vous